Bonjour tout le monde, bienvenue pour le webinaire ce matin. C'est un webinaire que nous organisons en fait avec trois communautés de pratique. Il y a donc la communauté de pratique pour les équipes SCPD. Il y a la communauté de pratique, excusez, aînée, notamment beaucoup de monde en fait qui sont dans la gestion ou le fonctionnement de CHSLD. Et puis, on a aussi la chance d'avoir la communauté de pratique pour les personnes proches aidantes qui s'est jointe à nous, puis qui a participé aussi à faire la promotion de cette belle présentation aujourd'hui. Donc, je vais passer rapidement le micro aux deux animatrices d'aujourd'hui, en fait, aux deux présentatrices d'aujourd'hui. Donc, c'est Ariane Boulet, artiste, chorégraphe. Il y a une liste assez longue de toutes ses casquettes et de ses fonctions. Elle est aussi impliquée dans tout ce qui touche aux soins et à la fin de vie. Mais je la laisserai mieux se présenter, je pense qu'elle sera plus efficace que moi. Et puis excusez-moi, hein, je ne suis pas en forme ce matin. Donc Stéphanie Blain-Morès, qui elle est chercheuse, et elle aussi présentera sa liste. Là, comme vous voyez, je suis avec mon téléphone, donc j'ai moins les notes que je m'étais mises sous la main, mais je pense qu'elles vont être très bonnes pour se présenter toutes seules. Donc, juste comme petite information, donc on a une présentation d'1 heure pour qu'on puisse après avoir un 30 minutes d'échange avec les participants et les participantes. Donc, si vous avez des questions, gardez-les avec vous, à la limite, mettez-les dans le chat, mais on pourra répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Donc, sur ce, écoutez, Ariane et Stéphanie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre travail. Et puis, je vous passe la parole. Merci. Est-ce que, Éric, tu peux juste me confirmer qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien, tout à fait. Merci beaucoup, Éric, pour la présentation, l'accueil. Merci à tout le monde de nous accueillir ce matin, puis de nous donner la possibilité de partager le travail qu'on réalise depuis plusieurs années. Je suis très heureuse d'être ici ce matin et de co-présenter avec Stéphanie. Donc, on a eu des petits pépins techniques ce matin, fait que j'ai l'aide de Céline qui change les diapos pour moi. Alors, on peut changer de diapo, ma chère Céline. Alors, je me présente, je m'appelle Ariane, je travaille comme artiste en danse depuis 15 ans. J'ai travaillé comme interprète et comme chorégraphe ici à Montréal et à l'international, dans les milieux traditionnels, les festivals, etc., mais aussi dans plusieurs milieux de soins, en CHSLD, en psychiatrie particulièrement. Je suis maintenant formée aussi aux soins spirituels laïques, donc je travaille comme accompagnante de la maladie et de la fin de vie au département des soins spirituels en milieu hospitalier et en soins palliatifs à domicile. Et puis, comme je le disais tantôt, j'ai le très grand bonheur de co-présenter ce matin avec Stéphanie Blain-Morès, qui est professeure en ingénierie médicale, biomédicale, pardon, et en sciences de la réadaptation à McGill, et qui dirige un lab, un laboratoire de la conscience et de la personhood, un mot qu'on cherche à traduire en français depuis longtemps, mais on échoue à le traduire encore une fois. Donc, la personhood comme le sentiment d'être soi, donc l'état d'être une personne. Elle va en reparler plus tard. Donc, son lab, à Stéphanie, il utilise l'analyse des signaux physiologiques pour développer des technologies qui permettent de répondre aux besoins et améliorer la qualité de vie des personnes non verbales et de leurs soignants. Donc, on co-présente ce matin parce qu'on travaille sur un projet de recherche ensemble cette année, duquel on va reparler plus tard. J'en profite aussi juste pour dire que Stéphanie est anglophone, puis elle nous offre le cadeau ce matin de présenter en français. Mais si jamais il y a quoi que ce soit qui doit être nommé en anglais, je vais m'occuper de le traduire pour elle. Donc, je voulais juste nommer ça pour lui enlever un brin de stress aussi d'entrée de jeu. Donc, merci, tu as déjà changé la diapo, Céline. Donc, comme je disais tantôt, je suis ici pour présenter le projet Mouvement de passage. Donc, je me suis présentée rapidement, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 14 ans, je pense, non, 11 ans, j'ai terminé une maîtrise en danse, en création, en milieu de soins. Je l'ai terminée en 2014, puis petit à petit, suite à ce projet-là, j'ai développé et trouvé Mouvement de passage.
donc qu'on pratique dans sa forme actuelle depuis 2016 avec mon équipe de Montréal. Donc, depuis 2016, on a réalisé environ 400 visites dansées et musicales de mouvements de passage dans environ 25 CHSLD de Montréal avec mon équipe fondatrice qui est maintenant composée de 14 artistes montréalais. J'ai aussi formé des nouvelles équipes dans 4 autres régions du Québec que Montréal, donc la Mauricie, la Naudière, les Laurentides et la Côte-Nord, qui sont pilotées par des organismes locaux. Qui sont réalisés par des artistes locaux de ces régions-là et dans leurs CHSLD locaux, donc dans une logique locale, finalement. Donc, mouvement de passage. Qu'est-ce que mouvement de passage? Donc, c'est une pratique artistique en milieu de soins, particulièrement en CHSLD, qui accompagne en individuel aux chambres l'expérience de perte d'autonomie, l'expérience de fin de vie quand c'est le cas, de façon non verbale. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que un ou deux danseurs, danseuses et un ou une musicienne entrent dans une grande improvisation d'1h30. Donc, pendant 1h30, ils sont dans cette proposition artistique-là, à travers les chambres, à travers les corridors et dans les salles communes du CHSLD, dans l'intention d'installer cette proposition-là dans le lieu du CHSLD, dans le milieu de vie, pour permettre aux résidents et aux résidentes de le redécouvrir et le réhabiter vraiment dans une perspective de réenchantement. Donc, comme on va rencontrer les résidents et les résidentes de chambre en chambre, on est vraiment dans une danse de l'instant qui est en écoute du résident et on entre complètement dans son monde, dans ce que le résident nous propose, entre guillemets, et on utilise ça comme matériau pour la créativité. Donc, d'une chambre à l'autre, vous pouvez vous imaginer que c'est un monde de différence selon le ou la résidente. On est parfois dans une toute petite danse d'yeux, de mains qui se caressent ou de grandes improvisations complexes, dynamiques, virtuoses, selon les besoins et la capacité d'attention aussi du ou de la résidente. Donc, à travers ces rencontres-là, on a l'intention de permettre un espace pour le ou la résidente, un espace de jeu, un espace de refuge, un espace de contemplation, un espace de présence à ce qui est là pour accueillir pleinement l'expérience du ou de la résidente. Donc, le but, ce n'est pas de divertir ou de rendre joyeux, quoique ça peut être ça, mais le but, c'est vraiment d'être avec ce qui est là. Donc, on souhaite vraiment être avec ce qui est présent pour la personne, que ce soit la tristesse, la colère, le deuil, la joie, mais l'important, c'est qu'elle se sente vue et entendue dans ce qu'elle vit, et puis que ça puisse se transformer si tel est le cas. Puis c'est une des choses qui, moi, personnellement, j'adore de travailler en CHSLD, c'est la diversité puis la complexité des expériences puis des personnes qu'on rencontre qui est vraiment irréductible complètement là, à une seule conclusion. Donc, on sait que les personnes âgées en perte d'autonomie qui résident en CHSLD demeurent une population qui est isolée sur les plans sociaux, sur les plans culturels, la capacité de s'exprimer puis de créer des liens significatifs, tout comme la possibilité de participer aux activités de loisirs régulières dans leur milieu de vie. Ça peut représenter un défi pour eux, surtout si on est dans un contexte de troubles neurocognitifs majeurs ou de perte d'autonomie motrice majeure. Donc, on sait aussi, dans ce contexte-là, qu'il y a un risque de perte du sentiment d'être soi, de souffrir de stigmatisation et d'exclusion, si la majorité des interactions que le ou la résidente rencontre n'adressent que les symptômes. Donc, on va parler aujourd'hui avec Stéphanie de l'importance des projets relationnels qui rencontrent ce qui est vivant chez le ou la résidente. Donc, l'objectif premier du projet Mouvement de passage, c'est vraiment d'honorer la diversité par le moyen de la danse et de la musique et d'une présence active pour leur permettre de s'exprimer pleinement puis d'entrer en relation avec autrui, avec nous dans ce cas-ci, mais éventuellement avec leurs proches, je vous en parlerai tantôt, et de redonner du pouvoir d'agir relationnel
à la résidente ou au résident. C'est un concept dont je vais reparler, le pouvoir d'agir relationnel, qui est particulièrement important pour moi. Donc, au sein de notre équipe, de mon équipe fondatrice là, à Montréal, tous les artistes de Mouvement de Passage sont des professionnels qui sont formés en art vivant puis qui ont œuvré sur les scènes de la danse et de la musique au Québec et à l'international, qui ont une carrière d'au moins 15 ans de pratique et qui, depuis 2014, au sein de notre pratique de Mouvement de Passage, une expérience solide et ont peaufiné leur approche créative et relationnelle pour entrer dans une relation significative avec les résidents de CHSLD à travers l'éthique et la démarche de Mouvement de Passage. Ceci dit, la diversité de l'équipe, de leurs pratiques, de leurs approches est très saine aussi parce qu'elle permet une plus grande représentativité puis elle permet de rencontrer une plus grande diversité de résidents et de résidentes. Donc, ma chère Céline, si tu le veux bien, je quitterai juste la présentation pour vous présenter la première vidéo de Mouvement de Passage, si tu nous permettrais de partager ton son aussi. Monsieur Beaulieu. J'ai adoré que c'est beau dans la jeunesse. C'est beau dans la jeunesse. C'est beau la vieillesse aussi, tout est beau. Merci beaucoup, Céline. Tu peux rester sur cette page-là de la présentation, c'est parfait. Donc, il y a une deuxième vidéo que je veux vous montrer aussi, mais peut-être que je vous la montrerai tantôt là, pour intercaler des images puis un peu de théorie. Donc, justement, là, si vous me permettez, c'est là que les cafés vont être utiles. J'aimerais ça vous faire juste une petite page de théorie sur certains fondements de la pratique de mouvement, de passage. Ça va être juste une slide, je vous promets. Donc, il y a différentes théories, hein, vous le savez, sur la question des troubles neurocognitifs puis des symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. Mais il y a une théorie qui m'a beaucoup intéressée puis à partir de laquelle j'ai beaucoup réfléchi la pratique de mouvement de passage. Donc, il y a certaines études de psychologie qui expliquent la démence comme une perte de la conscience catégorielle. Donc, la conscience catégorielle, c'est-à-dire celle qui permet la conscience de soi, puis celle qui permet de mettre à distance notre expérience.
Donc, de la voir avec une distance, puis de la mettre en catégorie, hein. Donc, d'où l'expression conscience catégorielle. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais dire, tu es Éric, tu es chargé de projet au plan ministériel de troubles neurocognitifs, etc., etc. Par contre, dans les contextes de troubles neurocognitifs majeurs, dans cette théorie-là, on pense que la conscience sensorielle et la conscience perceptive demeurent intactes. Donc, la conscience sensorielle et perceptive, c'est la sensation que j'ai dans ce contexte relationnel au contact d'une autre personne. Donc, je ne peux plus la mettre dans une catégorie, tu es Éric, voici la nature de notre relation, mais j'ai la même sensation à ton contact, au son de ta voix, à ta présence. Ma conscience perceptive et sensorielle demeure intacte. Donc, quand on parle de cette conscience-là, on parle d'une conscience pré-réflexive. Puis ceci ne fait pas partie de l'étude, mais j'ai envie de dire que dans mon expérience personnelle, j'ai même l'impression que l'intelligence sensible des résidents et des résidentes de CHSLD est plus grande que la nôtre. Par exemple, avec quelqu'un qui n'a pas de trouble neurocognitif, si j'ai un discours cohérent, mais que je pense à autre chose en même temps, puis que je ne suis pas tout à fait présente, même si mon discours est cohérent, la personne me suit puis est avec moi. Mais avec les résidents et les résidentes de CHSLD, si je suis avec eux, mais que je pense à autre chose, tout de suite, il y a un lien qui se brise. C'est comme s'il y a une très grande sensibilité à la présence. C'est mon impression de mon expérience. Ce qui est intéressant du fait qu'en contexte de troubles neurocognitifs, la conscience sensorielle et perceptive demeure, c'est que la danse et la musique reposent entièrement sur l'expérience pré-réflexive parce qu'elle est pré-langage, hein, elle est pré-verbale. Donc, dans cette théorie de la phénoménologie des démences, on dit que cette conscience pré-réflexive-là de laquelle on parle, c'est la couche la plus profonde de notre expérience subjective, donc de notre rapport au monde. Donc, comme je disais tantôt, elle est pré-langage, hein, elle est pré-conceptuelle, pré-cognitive, elle est présente avant qu'on commence à séparer toutes nos modalités sensorielles avec l'apparition du langage. Donc, ce rapport-là pré-réflexif à soi, au monde, il se traduit dans la plupart des cas, puis selon ce qu'on sait jusqu'à date, par une mémoire du corps, ce qu'on appelle aussi une mémoire incarnée. Stéphanie va nous en reparler tantôt parce que c'est ce qu'on est en train de découvrir là, avec le projet de recherche cette année. Donc, c'est une forme de mémoire qu'on peut croire qui est comme sédimentée dans le corps depuis la petite enfance, comme je disais tantôt, avant l'apparition du langage. Puis ce serait un rapport au monde, là, le rapport pré-réflexif qui ne nous quitte pas. Donc, par exemple, dans nos premières années, quand on travaillait, je donne un exemple pour parler de comment, une des façons dont on a appliqué ça. Dans les premières années, on se présentait toujours quand on entrait dans une chambre, hein. C'est la façon la plus normale de faire. Là, vous serez d'accord avec moi. Donc, on cognait, bonjour, je m'appelle une telle, on est ici pour vous proposer de la musique, de la danse, etc. Mais souvent, ça créait une réponse plus appréhensive et anxiogène que d'autres choses. Puis un jour, on a découvert que juste d'entrer dans la chambre avec un geste habité, un geste présent, la réponse, 95% du temps des résidents et des résidentes, elle était immédiate, puis le lien se créait beaucoup plus rapidement et facilement que quand on se présentait avec le langage. Donc, avec le temps, on a fini par arrêter de se présenter parce qu'on s'est rendu compte que ça ne nous aidait pas, au contraire, ça nous nuisait. Évidemment, si le ou la résidente nous parle, on lui répond, hein? Évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'initie pas par le langage dans un contexte de troubles neurocognitifs. Puis on s'est rendu compte que ça soutenait beaucoup la qualité des relations. En disant tout ça, je veux aussi juste nommer que je romantise pas du tout, hein, les symptômes de démence. Au contraire, je les accompagne au quotidien. Je suis très consciente de la souffrance que ça peut impliquer. C'est juste que cette dimension-là, on la connaît, on en parle, mais ce que ça peut nourrir et créer comme qualité de relation, ça, on en parle peu. C'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Évidemment, ça fait en sorte, comme vous le savez sûrement déjà, que les résidents et les résidentes qui ont des symptômes psychologiques et comportementaux de démence ont une extrême sensibilité, hein, au chaos sensoriel, étant donné que cette conscience-là, sensorielle et perceptive, elle demeure présente. Donc, d'où l'importance dans la démarche
de mouvements de passage, mais de tout le monde en général, des ambiances, des intonations, de la qualité de présence, de l'intention du contact quand on les touche, de comment on apprivoise pour arriver à un contact, etc., etc. Mais de notre expérience, on a découvert qu'avec une danse qui avait déjà été aperçue dans le corridor, qui s'approche avec bienveillance, avec une forme de permissivité, de liberté, d'énergie de jeu, il y a un contact qui se crée, puis il y a une réponse directe la très grande majorité du temps. Puis là, à partir de là, il n'y a plus rien à faire d'autre que s'apprivoiser, puis laisser la danse, laisser la musique se construire à partir de ce qui est déjà là. On peut mettre la prochaine diapo, Céline, merci. Donc, je pense qu'une des grandes forces du projet Mouvement de passage, c'est d'entrer entièrement dans l'univers du résident, de la résidente, puis de créer la danse et la musique à partir de ce qui est aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que, comme vous le savez, ça peut changer énormément d'un jour à l'autre. Donc, on ne se fie même pas sur ce qu'on a vécu avec elle la journée précédente. Donc, l'intention, c'est vraiment de faire de son état, d'une certaine façon, la nouvelle normalité, à partir de laquelle tout un potentiel créatif peut émerger. Donc, c'est comme si on prenait ce qu'on reçoit du résident comme matériau de base, puis qu'on valide ce dans quoi le résident est, peu importe ce que c'est. Donc, il y a une grande démarche de validation. Puis, on crée à partir de ce matériau-là pour redonner au résident un contexte où il peut s'exprimer pleinement, redonner de la force à sa créativité, sa capacité d'expression, puis lui redonner d'une certaine façon, comme je disais tantôt, un pouvoir d'agir, donc de l'empowerment. C'est pour ça qu'on pense que proposer des expériences artistiques en milieu de soins, en milieu de santé, ça permet de reconnaître les dimensions relationnelles, culturelles, spirituelles des gens qui y résident en leur offrant un espace-temps qui est propice au rapport à soi. Donc ici, pour nous, dans ce contexte-ci, où la résidente n'est pas un récipiendaire passif, mais c'est un participant actif et relationnel. Je vous donne un exemple. Je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, dans un CHSLD que je ne peux pas nommer malheureusement, il y avait une résidente qui criait depuis 3 jours. Puis là, j'arrive sur l'étage avec mon équipe. On était 2 danseurs, puis une musicienne. C'était Marie Vallée qui était là, et puis David Rancourt et moi-même. Et puis la chef d'unité me dit à l'arrivée, elle me dit, écoute Ariane, cette résidente-là écrit depuis 3 jours, prenez-le pas personnel, c'est moteur, on a essayé différentes choses, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Évidemment, tout l'étage était vraiment irrité de ça, c'est certain, c'est normal. Donc c'est une situation difficile, mais elle voulait m'en aviser. Donc, moi, je suis avec une autre résidente et puis je tourne le coin et puis je vois dans le corridor David qui entre en relation avec cette dame qui crie depuis 3 jours et puis qui, d'une certaine façon, se met à incarner physiquement son cri. Donc, il se met à danser son cri physiquement. Et puis, ils entrent dans cette relation-là, tous les 2 ensemble. Puis, de toute évidence, la réponse était bonne. Fait qu'il a continué de développer puis d'approfondir ça. Puis là, je vois Marie Vallée, la musicienne, qui prend le cri de la dame comme tonalité, puis qui se met à harmoniser avec, puis à créer toute une séquence musicale à partir de ce cri-là. Je dois vous avouer que je trouvais ça magnifique et que j'étais apeurée en même temps. Mais à ma grande joie, après, je pense, 20-25 minutes de développer ça, éventuellement, le cri s'est transformé en rire. Puis le lendemain, la chef d'unité m'a appelée à travers les loisirs là, pour me dire que la dame avait arrêté de crier suite à notre passage. Je ne dis pas ça en disant que ça arriverait à chaque fois puis que c'est une recette, pas du tout, mais je dis juste que c'est quelque chose, à chaque visite, il y a quelque chose comme ça qui arrive. À chaque fois que quelqu'un crie, c'est ça qui arrive, pas du tout, on n'a pas de garantie, puis on n'est pas là dans une approche thérapeutique. Je vais en reparler. Mais le fait d'éviter de questionner, le fait d'éviter d'apposer notre logique à la résidente, mais de vraiment en faire la référence, de normaliser, comme d'une certaine façon pour valider puis honorer ce qui est en train de vivre, puis redonner du pouvoir d'agir à cette forme-là d'être au monde, qui me dépasse probablement, puis que je ne comprends pas complètement, mais que j'honore, puis à laquelle je suis ouverte, puis disponible, puis je lui permets de s'exprimer, d'être vue, puis d'être entendue. Donc, on peut changer de diapo, Céline.
Donc, j'en parlais un petit peu, puis je veux vraiment continuer là-dessus parce que c'est très important pour moi et pour la démarche. Donc, mouvement de passage, ce n'est pas une approche thérapeutique, hein, ce n'est pas de la danse-thérapie, c'est vraiment une pratique artistique. On vient vraiment danser et jouer de la musique, on danse beaucoup, puis même si on travaille en fonction de ce que le résident propose, hein, comme je disais tantôt, on n'est pas obligé de faire de grandes danses, mais on finit toujours en sueur pareil. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet thérapeutique à la pratique de mouvement de passage. Il y a des impacts, il y a des effets thérapeutiques, mais ce n'est pas de la thérapie, puis la différence, elle se situe dans l'intention. Donc, dans mouvement de passage, l'intention, ce n'est pas d'amener le résident du point A au point B, ce n'est pas de prendre le résident à partir de son diagnostic ou à partir de ses symptômes ou de son besoin. C'est vraiment de prendre le résident à partir de ce qui est vivant en lui. Puis moi, j'aime même dire à partir de son mystère, hein, à partir de tout ce qu'on ne saisit pas de lui. Comme quand on rencontre quelqu'un pour la prochaine fois, finalement. Comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, pas pour la prochaine fois, pour soutenir ses capacités relationnelles. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours un peu de résistance à parler de la question des impacts qu'on veut toujours savoir pour des bonnes raisons. Pas parce qu'il n'y a pas d'impact, mais parce que pour moi, la pertinence fondamentale de mouvement de passage, elle se trouve ailleurs. Elle se trouve dans rencontrer et accueillir ce qui est présent pour l'autre et pour nous aussi, et lui redonner son pouvoir à lui ou à elle de me donner. Donc, de m'intéresser au résident ou à la résidente avec une curiosité sincère. Et ça, c'est sûrement moins important en milieu de soins de courte durée, hein, à l'hospice, entre autres, tout ça, où là, les pratiques interventionnistes et thérapeutiques sont vraiment extrêmement pertinentes. Et évidemment, ce que je dis là est moins pertinent dans ce contexte-là. Mais en longue durée, en plus des approches interventionnistes et thérapeutiques, on a aussi besoin d'approches non thérapeutiques parce que si tous les intervenants et toutes les personnes qui arrivent en CHSLD prennent la personne à partir de son besoin ou de son diagnostic, mais ça place le résident dans la posture d'une personne qui ne peut que recevoir, puis nous dans la posture de la personne qui a le pouvoir de donner, puis c'est là que ça peut devenir problématique en termes de dignité puis de pouvoir d'agir. Donc, d'où l'importance dans la démarche de mouvement de passage, puis dans mon éthique, de cette posture-là horizontale. Donc, sans le savoir, hein, les résidents et les résidentes de CHSLD nous encouragent à créer des choses qu'on ne créerait jamais en studio, puis à nous dépasser. Ils nous font nous amener ailleurs, hein, parce qu'on est obligé de créer quelque chose entre eux et nous. Donc, ça nous oblige à sortir un peu de nous. Puis je pense que là-dedans, il y a une valeur de notre côté, dans notre démarche, à ne rien savoir, entre guillemets. Donc, on ne connaît pas leur diagnostic, on ne connaît pas leur culture, leur parcours, on ne connaît pas comment ils étaient avant la maladie, puis ça nous permet vraiment de les rencontrer pour ce qu'ils sont aujourd'hui, puis d'être à l'abri de nos propres jugements, qui sont souvent très bien intentionnés, mais qui ne font pas nécessairement de bien dans le contexte de notre pratique. Donc, ce qu'on crée, c'est vraiment un espace d'exploration du sens, d'exploration de nos vulnérabilités aussi, puis d'en faire un lieu de rencontre, un lieu de solidarité, où on partage notre humanité finalement, puis notre mortalité avec eux. Donc, on n'est pas dans une posture de personne qui peut donner. Donc, la relation, dans ce contexte-là, c'est la fin, la finalité de la pratique. Ce n'est pas un moyen pour arriver à un but thérapeutique, c'est vraiment la finalité. Donc, c'est là l'importance des pratiques artistiques en milieu de soins. La musique est déjà très étudiée, vous le savez sûrement. La danse, elle est encore très peu étudiée, mais c'est certain que le rapport au corps, hein, il est majeur dans ce contexte-là. Entre autres, pour la question du rapport sensible au corps, aussi par la question de... Je vais en reparler dans la prochaine diapo. On peut changer de diapo. Merci beaucoup. Merci Céline. Donc, comme je disais, le rapport au corps, le rapport au toucher, le rapport à un corps sensible, hein, pas un corps fonctionnel, un corps sensible, il est très, très signifiant dans le contexte des troubles neurocognitifs, mais dans le contexte hospitalier en général. Donc, la danse, elle est particulièrement pertinente comme médium artistique en CHSLD.
On parle même, hein, par rapport à la conscience pré-réflexive dont je parlais tantôt, on parle même dans cette théorie-là qu'il y aurait des incorporels et des corporels. Dans les corporels, ce sont les effets de profondeur par lequel passe le travail du mouvement, le geste en lui-même, la présence à soi, les états de flow, hein, comme les états de conscience modifiés, puis le travail du toucher. Donc, ce qui est déjà largement étudié, comme je disais, la danse n'est pas aussi étudiée que la musique, mais ce qu'on sait déjà par rapport au corps et puis à la danse, c'est la question de la régulation du système nerveux autonome. Donc, Stéphanie, tantôt, va reparler un peu du système nerveux autonome parce que c'est à partir de ça qu'elle travaille dans son travail de recherche. Évidemment, le système nerveux autonome, on ne peut pas complètement le contrôler, pour ceux qui sont déjà familiers avec ça, mais on peut quand même soutenir la régulation, l'autorégulation ou la co-régulation de nos émotions, du stress et de notre environnement là, par les fameuses boucles de rétrocontrôle que permettent toutes les pratiques de l'ici et maintenant qu'on connaît, donc la méditation, la cohérence. Je disais tantôt la co-régulation du système nerveux autonome par les pratiques de l'ici et maintenant, dont fait partie la danse. Puis la danse a ce bénéfice, en plus de ramener dans l'ici et maintenant, puis de soutenir cette régulation-là du système nerveux, mais elle a aussi des facteurs bénéfiques à long terme parce qu'elle soutient un lien à soi, à l'autre et à l'espace. Donc, c'est à cause de cette dimension-là de l'être ensemble que la danse permet. Donc, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose qui est largement étudiée aussi par rapport au corps et à la danse, c'est la question des neurones miroirs dans le lobe frontal du cerveau qui permettent de ressentir soi-même les sensations physiques de la personne en face de toi. Ça donne l'impression qu'on est soi-même en train de bouger, puis ça vient libérer de l'endorphine, même chez la personne qui regarde. Donc, si je vois quelqu'un devant moi sauter, tourner, être dans du grand déploiement, je vais ressentir moi-même dans mon corps ce que l'autre personne ressent en bougeant. Puis, il y a même des études qui disent que ça peut aider cette libération-là d'endorphine chez la personne qui regarde. Ça peut même diminuer les sensations de douleur. Danser soi-même, on le sait, ça permet aussi une reconnexion au corps, le fameux être dans son corps, sans parler du fait de bouger au rythme de la musique, donc la cohérence rythmique qui donne un sentiment ce sentiment de cohérence-là peut permettre de renforcer puis de valider ce qu'on ressent. Voilà. Donc, on est encore dans cette diapo-là, merci. Donc, il y a une chose que j'ai largement expérimentée dans ma pratique. Ceci n'est pas les études desquelles je parlais tantôt. Donc, cette chose-là dont je suis le témoin privilégié, c'est la réciprocité des corps. Donc, je sens souvent au sein de mouvements de passage que les corps se répondent entre eux, parfois d'une façon que je ne comprends pas, donc certainement en dehors de l'intelligibilité, mais il y a quelque chose d'un sentiment d'être ensemble qui est très fort quand on bouge ensemble. Et puis, une chose qui est pertinente de nommer, c'est que les danseurs et les danseuses de mouvements de passage, mais en général aussi, sont formés professionnellement pendant de très nombreuses années, souvent 10, 15 années de formation, pour justement décoder les sensations et les perceptions, puis y répondre dans une immédiateté. Donc, des émotions aux changements subtils de posture, de regard, de tonicité. La capacité de présence au corps des danseurs, des danseuses permet une plus grande coprésence parce qu'ils ont cette sensibilité-là puis cette capacité-là de répondre dans l'instant grâce à cette capacité d'écoute puis de conscience corporelle et sensible. Donc, comme on parlait tantôt, c'est une compétence de présence pré-réflexive, pour revenir à ma diapo théorique de plus tôt. Donc, on pourrait passer à la prochaine diapo, Céline. Donc là, je vais nommer quelques impacts. Maintenant que j'ai nommé toute ma résistance aux impacts, je vais nommer des impacts. Donc, des soignants tout azimut, là, depuis 10 ans, nous ont témoigné d'instants de réminiscence mnésique, des moments de lucidité, de conscience, des crises de larmes et des éclats de rire, ça, tout le temps, c'est de la belle circulation, des changements de posture, d'ouverture des bras, d'ouverture des yeux, de mouvements conscientisés qui permettent la régulation de mouvements stéréotypés. Puis le plus récurrent, c'est que le personnel soignant nous témoigne souvent que notre passage réduit l'anxiété,
sur les étages. Puis si on avait des études conséquentes, pourrait potentiellement même réduire la médication pour l'anxiété grâce à cette co-régulation qu'on offre par notre présence. Un autre impact, hein, c'est les familles qui sont présentes, les proches qui sont présents et qui vivent évidemment pour la majorité un deuil blanc, un deuil de leurs proches qui se transforme très vite, trop vite, et puis qui, avec la pratique de mouvements de passage, redécouvrent leurs proches, même avec le trouble neurocognitif, mais découvrent des nouvelles façons d'entrer dans des relations non verbales signifiantes. Puis ça, je vais en reparler plus tard, mais c'est mon prochain grand projet pour cette année, de développer des ateliers d'accompagnement pour outiller les proches des résidents et des résidentes à entrer dans des relations non verbales signifiantes, parce que dans la dernière année, je me suis dit, waouh, la qualité, la magie, puis la profondeur des relations non verbales que j'ai avec les résidents, les résidentes, c'est les proches qui devraient les avoir. Donc, on va commencer un projet de transmission cette année. Je vais en reparler tantôt. Mais là, j'aimerais vraiment pouvoir passer la parole à Stéphanie. Donc, vous pouvez le voir au point 2 de cette diapo-là. Donc, avec la recherche de Stéphanie, on est en train d'avoir des données objectives pour mettre de l'avant l'être relationnel qui est le résident, la résidente, puis permettre de créer des relations non verbales signifiantes avec les personnes qui vivent avec un TNC. Donc, tu peux changer la diapo, ma chère Céline, puis je passe la parole à Stéphanie. Merci, Ariane. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie Blais-Moraes. Je suis professeure en ingénierie biomédicale à Sciences de la réadaptation à l'Université McGill et je suis aussi la directrice du laboratoire Biosignal Interaction and Personhood Technology. Mon labo utilise l'analyse des signaux physiologiques et des principes de conception des technologies d'assistance pour améliorer la qualité de vie des personnes non verbales et de leurs soignantes. Nous travaillons avec de nombreuses personnes qui ont un comportement non réactif, par exemple des patientes avec des troubles de la conscience, adultes atteints de démence avancée et des enfants nés avec des handicaps graves et complexes. Nos objectifs sont de mieux comprendre les bases neurophysiologiques de la conscience humaine et des interactions et de traduire cette compréhension en technologie qui améliore la qualité de vie des personnes peu communicatives. Suivante, Céline, merci. Parfait. Quelle que soit la raison pour laquelle une personne est peu communicative, les interactions ont tendance à être unidirectionnelles, que c'est ce qui entraîne des taux élevés d'épuisement professionnel et d'abandon. Suivante, Céline. Mes recherches portent sur le développement de technologies capables de contourer le système nerveux-somatique qui commande les mouvements pour se brancher au système nerveux autonome qui réagit aux sentiments, aux pensées, aux réactions internes. Quand on voit quelqu'un qu'on aime entrer dans une pièce ou lorsqu'on se met en colère, nos mains se réchauffent, notre rythme cardiaque s'accélère, nos pupilles se contractent, on se met à transpirer. C'est le système nerveux autonome qui est à la source de toutes ces réactions. Je voulais utiliser ces signaux pour apprendre ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit des patients qui ne peuvent pas communiquer autrement. Plus précisément, je me concentrais sur la conductance cutanée, la fréquence cardiaque et la température du bout des doigts. Ce sont les mêmes signaux que ceux utilisés dans une polygraphe. Pour une personne qui ne peut pas se rappeler et nommer ce qui s'est passé pour elle, on peut partiellement comprendre ce qui se passe en termes de présence et en termes des interactions par ces données. Suivante, Céline. Merci. Ces signaux sont enregistrés par des petits capteurs composés de 2 électrodes fixés au bout des doigts avec une petite attache. Les données de plusieurs capteurs sont reçues par un téléphone intelligent via Bluetooth. Pour un enfant avec de petites mains, on peut mettre le capteur sur la paume de sa main, comme vous le voyez sur la photo. Suivante. Ariane et moi avons commencé à travailler ensemble en 2018,
où nous avons étudié l'impact des mouvements de passage sur des personnes atteintes de démence précoce dans un centre de jour à Montréal qui s'appelle AGI. Ariane, en plus d'une autre danseuse et une musicienne, ont visité le centre de jour pendant 7 semaines consécutives. Nous avons enregistré les signaux physiologiques de tous les participants et les danseurs et avons filmé toutes les visites. Nous avons voulu étudier l'effet des mouvements de passage sur le comportement et la physiologie des individus atteints de démence pour mieux comprendre les interactions entre l'artiste et la personne atteinte de démence. Suivante. Merci. OK, en commençant par les résultats des données physiologiques. Pour chaque signal, nous avons identifié des moments où il y avait une interaction significative, par exemple, un pic de conductance cutanée ou une chute soudaine de la température de la peau. Nous avons extrait les 10 moments les plus marquants de la visite et les avons utilisés pour extraire 30 secondes de l'enregistrement vidéo correspondant à ces moments. Puis, nous avons montré les vidéos aux participants et avons fait des interviews sur les expériences dans ces moments. Des exemples des questions que nous avons posées sont à l'écran. Nos résultats ont montré qu'il existe une forte association entre les moments que les participants ont rapportés comme significatifs et leurs réactions physiologiques. Autrement dit, les moments d'interaction vécus sont concordants avec les données physiologiques. Suivante. Merci. Ensuite, nous avons voulu déterminer s'il y avait des changements physiologiques significatifs entre deux individus qui dansent ensemble. Pour mesurer cela, nous avons calculé la concordance physiologique, ce qui veut dire le degré de similarité dans l'évolution des paramètres neurophysiologiques. Nous avons montré que les moments de concordance physiologique apparaissent lorsque des personnes atteintes de démence dansaient avec les danseurs et que nous pouvions caractériser l'interaction par la direction de flux d'information entre les deux personnes. Suivante. Merci. Enfin, nous avons analysé les vidéos pour évaluer le nombre de moments de connexion dans une session. Les moments de connexion peuvent être soit non réciproques entre un danseur et une personne atteinte de démence, soit la personne atteinte de démence est en connexion avec l'activité ou la musique. Des liens réciproques peuvent avoir lieu entre deux personnes ou des liens réciproques peuvent avoir lieu avec l'ensemble du groupe. Le résultat le plus intéressant est l'évolution au cours de séance. On passe d'une interaction non réciproque à la séance numéro 1 à presque 26-27 interactions au cours d'un même atelier à la séance numéro 7. On se présentait au début de séance et de toute évidence, plusieurs des participants ne se souvenaient plus de nous. Mais dès l'échauffement, ils savaient quoi faire les uns avec les autres. Quand on amorçait les exercices, ils savaient comment procéder. Ils se souvenaient du type de connexion qu'ils cherchaient à créer lors de la séance précédente. Ils se souvenaient qu'ils étaient en train d'interagir avec un partenaire ou avec le groupe. C'est un des constats très clairs qu'on a pu faire au fil des séances. Le corps a son propre mémoire. C'est vraiment que nous on ressentait. Leur façon de réagir à la musique et d'interagir les uns avec les autres n'était pas tout à fait la même que lors de la séance précédente parce qu'ils reprenaient là où ils l'avaient laissé. Ils poursuivaient ce qu'ils avaient construit la dernière fois. À partir de ces résultats, nous avons émis l'hypothèse qu'il existait une mémoire incarnée qui était présente et pouvait être utilisée pour des connexions interpersonnelles significatives chez les personnes atteintes de démence. La prochaine, s'il vous plaît, le diapo. Merci.
Ces résultats nous ont conduit à l'étude que nous menons actuellement au CHSLD Bayview. Notre question de recherche actuelle est quels sont les effets persistants du mouvement de passage sur la mémoire incarnée des personnes atteintes de démence. Notre but est de développer et de piloter un cadre de mesures qui vise à capturer les effets incarnés. Prochaine diapo. Pour répondre à notre question de recherche, nous mettons en œuvre une étude longitudinale de série de cas pour suivre les changements de la mémoire incarnée des personnes atteintes de démence au fil du temps. Pour cette étude, nous avons recruté 4 résidents atteints de démence et les suivrons pendant 8 semaines alors qu'ils participent à des séances hebdomadaires de mouvement de passage. Les résidents doivent vivre avec une mémoire épisodique altérée, ce qui fait qu'il est peu probable qu'ils se souviennent les artistes d'une séance à l'autre. Chaque résident est jumelé à un danseur et musicien de mouvement de passage pour former un total de 4 trios uniques. De la même façon que pour notre étude précédente, nous enregistrons chaque visite sur vidéo, enregistrant les données physiologiques de tous les participants et interrogeant les participants sur la séance pour connaître leur point de vue sur ce qui a changé d'une séance à l'autre. Suivante. Nous n'avons pas encore les résultats de cette étude à partager. J'aimerais donc conclure en partageant avec vous pourquoi je pense que ce travail est important. L'objectif de mes recherches est de soutenir la personhood de personnes peu communicatives, ce qui veut dire le sens d'être une personne. En Amérique du Nord et dans les pays occidentaux, on accorde une immense importance à l'individu et à sa personnalité. Alors, quand la personne n'est pas en mesure de retracer son histoire et de nommer les gens autour d'elle, cette personne risque de perdre sa valeur et le sens d'être une personne aux yeux des autres. Nous avons une approche qui se définit par des questions comme est-elle capable de percevoir, de réfléchir, quelles sont ses capacités cognitives, est-elle autonome? C'est ainsi que nous avons tendance à définir la valeur de ce genre de vie. En redonnant une primauté de la valeur aux relations humaines, en mettant en valeur la personne au cœur de ces interactions, on crée une approche profondément humaine pour établir un lien signifiant avec quelqu'un qui peut-être pas nommer son nom, sa famille, mais qui est encore capable d'entrer en relation. Le sens d'être une personne reste défini par rapport à son monde relationnel. C'est le fils de quelqu'un, c'est l'oncle de quelqu'un, c'est la grand-mère de quelqu'un. Et tant que ces relations sont préservées, cette personne a toujours de la valeur. Je pense que c'est important de reconnaître cette présence relationnelle, surtout dans la culture occidentale. À vous, Ariane. Merci énormément. Merci beaucoup d'avoir présenté la recherche puis de l'avoir fait en français. C'était magnifique. Et puis, j'ai juste envie de dire que, évidemment, pour moi, c'est quand même assez extraordinaire la possibilité d'avoir des données objectives. Toutes les personnes ici qui travaillent en CHSLD avec des résidents et des résidentes sentent probablement que le lien se développe, même si le résident ou la résidente ne se souvient plus de nous formellement, mais la possibilité d'avoir des données objectives qui démontrent, on l'a vu dans le graphique là, de la séance 1 à 8, on est passé de 0 interaction à 26, 27, même si la personne ne se souvenait plus de nous du tout. Donc, d'avoir des données objectives qui permettent de démontrer que oui, la relation, les interactions, il y en a de plus en plus et elles s'approfondissent. Ça peut être très soutenant pour les proches qui se demandent parfois si leur visite est pertinente, mais ça peut permettre
de les valider. Puis quand Stéphanie parle de cette présence-là relationnelle, de redonner la valeur à la personne en fonction de qui elle est relationnellement, peut-être qu'elle ne se souvient plus de qui elle est, puis au niveau de l'autonomie puis de la personnalité, mais comme Stéphanie disait, elle est la sœur de quelqu'un, elle est la fille de quelqu'un, puis si ces relations-là sont préservées, il y a quelque chose au niveau de la dignité qui est préservée. Donc, j'espère de tout mon cœur qu'à notre très, très petite échelle, d'avoir des données objectives là-dessus peut permettre de soutenir l'enjeu de la solitude en CHSLD, qui est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins dans un tout, tout petit morceau. On peut changer de diapo, Céline. Donc, quand je disais tantôt que... et d'accompagner le deuil blanc, évidemment. Oui, merci Céline, tout à fait. Donc, tu sais, quand je disais tantôt que ceux qui travaillent en CHSLD le sentent probablement que même si l'autre ne se souvient plus de nous avec des mots, il y a quand même une relation. Moi, je me souviendrai toute ma vie, c'était la 6e ou 7e fois qu'on allait dans une unité prothétique d'un CHSLD avec les mêmes résidents. Et puis, juste au moment de passer la porte, en entendant le son de l'instrument, de la musicienne, c'était Marie-Vallée, encore une fois, cette fois-là, j'ai vu tous les résidents se lever debout spontanément puis former une ronde. Tu sais, dans une unité prothétique, je veux dire, c'est les symptômes de démence les plus importants. Là. Créer une ronde, là, c'est impossible. J'aurais jamais été capable de faire ça, mais ça s'est fait tout seul. Tu sais, donc, on le sent qu'il y a quelque chose qui se développe dans la qualité de la relation. Et puis, toute cette connaissance-là, quant aux relations non verbales signifiantes, tant les connaissances que Stéphanie est en train de mettre en lumière par sa recherche, que les connaissances empiriques qu'on développe depuis 10 ans au sein de mouvement de passage. Comme je disais tantôt, tout ça nous a donné envie de développer des ateliers pour soutenir et outiller les proches des résidents de CHSLD dans leur capacité, leur possibilité de développer des relations non verbales signifiantes avec leurs proches. On commence là, ce projet-là actuellement. Donc, on cherche en ce moment des CHSLD partenaires pour développer ces communautés de pratiques-là, puis commencer la recherche. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je vais être vraiment heureuse de pouvoir parler avec vous. Donc, je reparlerai tantôt là, de comment on pourrait faire ça. Je veux juste vous lire cette citation que j'aime tellement et qui relaie tellement bien le dernier morceau du témoignage de Stéphanie, donc sur la valeur de la présence aimante. Donc, c'est un besoin relationnel qui consiste en un besoin de se sentir relié, non séparé, proche. L'être humain, pour se sentir pleinement vivant, a besoin d'éprouver, de sentir, de ressentir la proximité d'un autre et de se sentir considéré, aimé et porté par cet autre. Donc, chacun a besoin d'une altérité pour se sentir exister. Il ne s'agit plus alors d'une soif de sens entendu comme un savoir, donc au sens de je sais, mais d'une soif de sens entendu comme un senti, je sens. C'est un besoin de sensation et de ressenti. Il appelle une réponse qui soit présence. Donc, on peut changer de diapo. Par rapport à toute l'éthique puis à la démarche de mouvement de passage, je ne vais évidemment pas vous parler des 15 heures de formation que je donne aux artistes. Là. Ce serait un gros projet de vous parler de toutes les différentes façons d'entrer en relation dans une relation puis d'une façon qui soit éthique dans le contexte. Mais très rapidement, juste pour vous dire qu'une des grandes sources d'inspiration est Gaëlle Fias avec son ouvrage « Amour et fragilité », où elle parle des écueils et des enjeux potentiels du fait d'entrer en relation avec une personne fragile et puis comment s'assurer d'une approche éthique dans ce contexte-là. Et puis, j'ai juste envie de témoigner en disant que de notre expérience, à tous les artistes de mouvement de passage, on ressent que quand on est à l'écoute, puis qu'on entre en relation de cette façon-là, qu'on se laisse toucher aussi par l'autre, c'est comme si les rôles disparaissent. Elle n'est plus la résidente de CHSLD, puis moi, la danseuse. C'est comme si je suis elle, puis elle est moi. Donc, il y a vraiment une humanité partagée.
qui émerge de ça. Puis pour moi, dans ce projet-là, il y a une forme de mobilisation pour atténuer les frontières catégorielles, justement, entre les générations, puis changer la façon de percevoir le rôle et l'apport du vieillissement et de la maladie à nos vies et à notre société. On peut changer de diapo. Donc, mon souhait le plus cher et puis mes efforts vont actuellement à la pérennisation de mouvements de passage, puis à la valorisation de la pratique artistique en milieu de soins, que ça fasse partie d'une réflexion puis d'une conversation qui soit collective au niveau régional. Donc, les résidents et les résidentes qui sont aux prises avec des troubles neurocognitifs ou des enjeux moteurs sont souvent isolés de leur communauté locale. Puis on croit que c'est fondamental là, de les inclure dans le discours ambiant pour sensibiliser le public, les acteurs de la communauté, les diverses instances sur l'apport d'offrir à ces résidents et ces résidentes des occasions de s'exprimer, de se sentir vivants par le biais de leurs relations évidemment, mais aussi des arts vivants qui ont justement cette capacité relationnelle non verbale particulière. Donc on voit là à la diapo les artistes de mon équipe de Montréal, les régions où il y a des équipes de mouvements de passage qui pratiquent mouvements de passage dans leurs CHSLD locaux, donc Montréal, les Laurentides, la Naudière, la Mauricie et la Côte-Nord. La chaire de recherche de Stéphanie qui est présentée ici, la psychologue Florence Vigny qui accompagne mon équipe depuis plusieurs années, l'autrice Mélina Schönborn qui est en train d'écrire un livre sur les pratiques artistiques en milieu de soins à partir de la pratique de mouvements de passage, Manon Barbeau, la documentariste qui a fondé Wapikoni Mobile, qui vient de terminer d'écrire un scénario puis qui va commencer la captation des images à partir de cet été de mouvements de passage justement pour soutenir, de présenter au grand public finalement les capacités relationnelles des résidents et des résidentes de CHSLD. Donc, l'autre chose que je veux dire, c'est bien la quantité d'emplois, la quantité considérable d'emplois que Mouvement de passage crée aux artistes qui ont pu avoir des impacts majeurs sur la reconnaissance des capacités relationnelles, de la sensibilité puis de la mobilité des résidentes de CHSLD, puis sur l'apprentissage de leurs proches quant aux façons de tisser des relations non verbales. Puis enfin, sur une forme de revitalisation des milieux de vie que le personnel soignant fait déjà très bien, mais ça apporte une autre façon, un autre volet. Je vous parlais tantôt du volet d'enseignement puis de transmission aussi qui est en cours, non seulement aux nouveaux artistes et aux différentes régions, mais aussi nouvellement aux proches des résidents et des résidentes, aux familles, aux proches aidants, etc., qui est le nouveau volet sur lequel on travaille cette année. Et puis, l'équipe, là, donc Éric, Céline, Chiara, etc., vous ont envoyé, je crois, non seulement la présentation d'aujourd'hui, donc les diapos d'aujourd'hui, mais aussi le dossier de mouvement de passage, le dossier destiné aux établissements, là, donc au CHSLD, dans lequel il y a aussi le contact, si vous voulez recevoir mouvement de passage dans votre établissement. Donc, Chiara me dit que la présentation va être déposée sur la page publique. Laissez-moi finir de lire sa phrase que j'ai perdue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Eric si tu veux, mais en fait c'était pour dire que les documents ont déjà été déposés sur la page publique de la communauté de pratique aînée, donc tout le monde y a accès. Merci énormément. Donc c'est complet pour nous, on est disponible et ouvert pour les questions et les commentaires s'il y en a.